Les filles avaient un peu plus de 20 ans. Alicia avait un groupe principal d'amis composé de 6 filles, y compris elle-même, toutes dans leur début de vingtaine. Selon Alicia, elles avaient l'habitude d'aller au cinéma, de regarder des séries en streaming et de parler de leur vie quotidienne, entre autres choses. J'aurais dû me rendre compte plus tôt que quelque chose n'allait pas, mais j'ai tendance à voir les choses de manière trop positive. Pour mieux comprendre la situation, voici le contexte. Au début du mois de novembre, Alicia m'a dit que ses amis avaient commencé à sortir sans elle. Elle essayait de faire des plans, mais ils échouaient toujours parce que ses amis disaient avoir surestimé le temps qu'elles avaient pour sortir. Bien que cela semblait inquiétant, je n'étais pas prêt à croire que des amis de 5 ans la laisseraient de côté sans raison. Quand j'en ai discuté avec elle, je lui ai dit que c'était probablement une coïncidence. Ensuite, elle m'a dit que ses amis continuaient de répondre aux publications sur TikTok et Instagram, ainsi qu'aux messages directs. Il me semblait qu'elle réfléchissait trop, et quand je le lui ai dit, elle a poussé un soupir de soulagement. Tout semblait aller bien. Alicia avait un chat de groupe avec ses amis. Le 14 janvier, elle m'a dit que le chat de groupe avait été silencieux toute la journée, ce qui, selon elle, était inhabituel. Le dernier de ces messages auxquels ses amis avaient répondu avait été envoyé la matinée précédente, le 13 janvier. Tous les messages privés concernant le chat étaient ignorés. Je ne savais pas quoi lui dire. Puis elle m'a dit qu'elle avait essayé de faire des plans avec Sarah, mais il s'est avéré qu'elle était occupée. Elle est allée sur la page Instagram de Sarah où il y avait une nouvelle story IG. Elle a appuyé sur la story et ce qui est apparu était une image de ses 5 amies assises ensemble, tenant des verres de vin et riant. Alicia a enterré son visage dans ses mains et a gémi. J'ai empathisé avec elle, sachant à quel point l'anxiété sociale peut être angoissante. Ce sentiment est terrible et accablant. Tout ce que je pouvais faire, c'était lui dire d'attendre. Cela n'aidait pas que personne ne réponde aux messages privés concernant le chat de groupe. Cela n'a vraiment pas aidé quand, au fil des semaines, le chat est resté vide. Début février, j'étais dans un bar quand je suis tombé sur Jessica, l'une des amies d'Alicia. Je lui ai demandé pourquoi le chat de groupe était vide, pourquoi il l'avait été pendant des semaines. « Nous n'avons rien à y dire », m'a-t-elle répondu. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait ouvert Snapchat sur son téléphone. Il y avait un chat de groupe actif appelé « Ami principal GC ». J'ai pointé du doigt le téléphone et lui ai ensuite demandé si Alicia en faisait partie. « Non, ce serait ennuyeux pour elle », a-t-elle dit, en reportant son attention sur son téléphone, me laissant perplexe, mais avec quelque chose à raconter à Alicia. Une fois que je le lui ai dit, elle m'a dit que ses amis auraient au moins pu lui parler du nouveau chat. J'étais d'accord. J'étais désespéré de voir tout cela arriver à une bonne amie à moi, alors je lui ai dit « Je vais leur dire qu'elles doivent t'inclure davantage si elles sont vraiment tes amies. » C'est ce que je regrette d'avoir dit, non pas pour ce que cela signifie, mais pour la circonstance dans laquelle cela me mettrait dans les mois suivants. J'entendais Alicia pleurer à chaque fois que je lui demandais ce qui se passait. C'était toujours parce qu'elle voyait des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux de ses amis sortant sans même la mentionner ou la taguer. Finalement, cette interaction s'est produite. Alicia a ouvert la section des commentaires sous la dernière publication de Sarah. Elle a fait défiler vers le bas et ses yeux se sont écarquillés. « Où est mon commentaire ? L'a-t-elle supprimé ?» Je voulais la rassurer en lui disant que c'était probablement un bug, mais à ce stade, il était évident que ses amis la mettaient de côté et refusaient de commenter son absence. Alicia est allée sur le compte de Jessica, puis a navigué jusqu'à la section des commentaires de sa dernière publication. Elle a fait défiler quelques commentaires et a ensuite haleté. J'ai laissé environ 3 commentaires sur cette publication, puis elle a vérifié la section des commentaires sous la dernière publication de Léa. Pareil. La dernière publication d'Anna. Pareil. Après avoir vérifié la dernière publication de Sandra, elle m'a dit que c'était la même chose. Ses amis avaient supprimé tous ses commentaires. Elle a gémi. Je ne peux plus supporter ça. J'étais frustré pour elle. D'après ce que j'ai compris, les comptes de ses amis sont tous privés et elle n'accepte pas les demandes de suivi au hasard. J'ai demandé à Alicia d'essayer d'organiser une soirée pyjama avec elle. Elle a envoyé des messages à chacune de ses amies, puis nous avons attendu. À ma grande surprise, Alicia m'a dit qu'elles avaient répondu avec des plans pour une soirée pyjama chez Sarah le samedi suivant à 9h du soir. À 8h du soir, ce samedi soir, Alicia m'a dit qu'elle avait reçu un message de Sarah disant « Désolée Alicia, nous allons devoir annuler la soirée pyjama. Je suis très occupée en ce moment.
Que dirais-tu d'essayer une autre fois ?» J'ai frissonné devant l'excuse et cette suggestion, sachant à quel point elles étaient fausses. Cela frappait comme des briques, et je n'étais même pas celle qui vivait cela de première main. Alicia et moi avons quitté la maison, emportant seulement nos portefeuilles et nos clés. Nous n'allions pas nous engager dans quelque chose que personne ne voulait vraiment, mais cela se terminerait ce soir. Vers 8h30, nous sommes arrivés à la porte de Sarah. J'ai frappé et pris une grande respiration. Sarah a ouvert la porte, ses yeux s'agrandissant en voyant Alicia. Attendez une seconde. » Sarah s'est retournée, mais je n'allais pas attendre une seconde de plus pour que cela se termine. « Non, nous devons te parler tout de suite. Ne nous ignore pas. Je sais que tu aimes le faire maintenant, mais tu ne peux pas. » Sarah se retourna pour me faire face. « Vous ne devriez pas être ici, surtout toi, Alicia. » Alicia fronça les sourcils. « Pourquoi tu me fais ça ? Je ne veux plus pleurer. Dis-moi simplement pourquoi tu ne réponds pas à mes messages, et pourquoi il y a un nouveau chat de groupe dont vous ne m'avez pas parlé. Vous voulez toujours être mes amis ? Dites-le-moi juste. » Sarah fronça les sourcils. « Tu sais quoi, Alicia, mes amis et moi ne sommes pas obligés de sortir avec toi, alors laisse-nous tranquilles. » C'était le genre d'excuse médiocre à laquelle je m'attendais. Je l'ai pointé du doigt. « Peut-être que tu devrais être honnête avec elle. Ne maintiens pas une amitié si tu n'en veux pas. Personne n'a besoin d'être tourmenté émotionnellement. Peut-être qu'elle mérite des gens qui se soucient vraiment d'elle et qui ne la laissent pas tomber. Qu'est-ce qu'elle t'a fait d'ailleurs ?» Sarah me fixa droit dans les yeux. « Tu n'es pas la bienvenue ici. Je ne sais pas pourquoi Alicia t'a amené ici, mais ça ne changera rien. » Déterminée à obtenir des réponses, j'ai fait un pas vers elle. Mais Alicia m'a dit que nous devrions partir. Je la regardais. « Nous avons besoin de réponses. »« Non, nous devrions partir. » « Tu as raison. Je ne devrais pas être près de personnes toxiques. C'est trop pour moi. » Alicia se dirigea vers la rue et marcha sur le trottoir. Je ne pouvais pas discuter avec ce qu'elle disait, alors je l'ai suivie. Nous avons marché sur le trottoir en silence. J'avais du mal à comprendre à quel point cette situation était stupide. En chemin, j'ai entendu des murmures de quelques voix familières. J'ai regardé en arrière et j'ai vu 5 personnes marcher à quelques mètres derrière moi. Je l'ai pris comme une coïncidence. Ce groupe était juste en train de s'occuper de ses affaires, non ? Puis j'ai entendu le nom de Léa mentionné dans la voix de Sarah. Je me suis penché vers l'oreille d'Alicia. « Je crois que tes amis nous suivent. » J'ai de nouveau regardé en arrière. Les filles marchaient maintenant rapidement. Elles ont accéléré sous la lumière d'un réverbère, révélant une vision terrifiante. Elles portaient des masques faits de serviettes grises et chacune tenait 2 marteaux, tous pointés vers nous. Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine, puis je me suis concentré sur le trottoir devant moi et j'ai couru. Alicia courait à mes côtés avec une expression de terreur absolue. Nous avons tourné à gauche dans une autre rue, évitant chaque réverbère pour ne pas être vus. J'étais tenté de regarder en arrière, mais je n'étais pas prêt à le faire. Nous avons tourné à gauche de nouveau, puis à droite. À un moment donné, j'ai regardé en arrière. Il n'y avait personne, juste Alicia. Il y avait un réverbère illuminant le coin que nous venions de prendre. Je pensais que nous les avions perdus, et j'ai respiré profondément. La peur remplissait mes entrailles quand j'ai vu un couple de ces filles marcher sous la lumière. Mon adrénaline a grimpé en flèche, me forçant à continuer de courir. Alicia et moi avons pris d'autres virages à gauche et à droite, espérant de tout cœur ne pas découvrir ce que ces psychopathes voulaient. Le pire, c'est que je pensais qu'elles étaient des personnes tout à fait ordinaires. Maintenant, elles se regroupaient et nous poursuivaient avec des marteaux pour une raison quelconque. Bientôt, j'étais de nouveau à bout de souffle, malgré l'adrénaline qui coulait dans mes veines. Je me suis arrêté. J'ai regardé en arrière, il n'y avait plus de filles. Alicia s'était également arrêtée et était pratiquement à genoux. Elle tremblait, espérant les avoir perdues. Finalement, nous avons continué à courir. Quand nous sommes revenus chez moi, mes jambes étaient sur le point de se briser. Avant de rentrer, j'avais appelé la police et j'avais conclu un accord avec Alicia pour que nous nous cachions chez moi, car ses amis ne savaient pas où j'habitais. Nous sommes entrés rapidement. J'ai fermé les 2 portes, puis j'ai fermé chaque rideau pendant qu'Alicia éteignait toutes les lumières. En ce moment, je suis épuisé et je tremble au point que tout ce que je peux faire, c'est respirer. Je n'ai à peine envie de bouger, mais je sursaute chaque fois que j'entends un coup ou même quelque chose qui y ressemble. Je ne suis pas prête à dire dans quelle pièce Alicia et moi nous cachons.
J'espère que cela se terminera bientôt. La police est en route, alors nous devrions être en sécurité, n'est-ce pas? À moins que les filles n'arrivent avant les policiers et ne nous fassent du mal. Nous n'avons pas obtenu de réponse et, honnêtement, je ne pense pas que nous les obtiendrons. Mais peut-être que cela changera un jour. C'est tout ce que je voulais pour le moment, bien que nous ayons besoin d'aide. Mise à jour. Mon amie était ignorée et mise de côté par son groupe principal d'amis. Je regrette d'avoir essayé d'obtenir des réponses. Je tremblais, inquiète à l'idée que les filles puissent faire irruption à tout moment. Finalement, la police est arrivée et nous a dit qu'elle serait vigilante, ce qui a soulagé la plupart de mes nerfs. Alicia et moi devions encore nous cacher, et pour combien de temps, cela restait inconnu. Quelques heures après le départ de la police, il y a eu un coup à la porte principale. Une voix masculine a résonné à l'intérieur. « Bonjour, nous avons sécurisé la propriété. Puis-je entrer ?» Je me suis approché de la porte et je l'ai ouverte, soulagé que l'aide soit revenue. Le policier se tenait sur mon paillasson, sa radio à la main. J'ai pris une grande respiration. « Merci beaucoup d'être venu. Pouvez-vous rester un moment ?» « Oui, je vais rester car la description des agresseurs est assez alarmante. J'ai amené des renforts. Je me suis précipité dans la chambre d'Alicia et je lui ai répété ce que le policier m'avait dit. Elle a poussé un soupir de soulagement, mais avait encore ce regard de conflit et de stress sur son visage. Peu importe combien nous avions parlé de ses amis, elle était toujours confuse quant à la raison pour laquelle elle la détestait. Elle n'avait rien fait de mal, autant que je sache. Cette situation était tellement hors du commun. Elle avait toujours été assez innocente et douce. Alors qui agirait contre elle comme si elle avait fait quelque chose de criminel? Le policier était à la table de la cuisine, parlant dans sa radio, tandis qu'Alicia et moi passions en revue les choses qu'elle avait pu faire et que ses amis avaient peut-être interprétées comme malveillantes. Nous n'avons pas pu trouver une seule chose qui pousserait quelqu'un à poursuivre quelqu'un avec des marteaux. Qui serait tellement en colère contre quelqu'un qui ne peut pas les entendre, qui lit un texto de travers ou qui regarde au mauvais endroit au mauvais moment? Finalement, le policier s'est approché et nous a dit de le suivre dehors. Nous avons mis nos chaussures et sommes sortis. Tous les trois, nous étions majoritairement silencieux en marchant sur le trottoir. C'était une nuit chaude et calme, si silencieuse que je ne pouvais entendre que le bruit de nos pas. À un moment donné, nous sommes entrés dans une épicerie de proximité. Le caissier était absent et il y avait quelques emballages de bonbons éparpillés sur le sol. Le policier nous a conduits dans une des allées et nous a regardés dans les yeux. « Vous entendez la musique qui joue? Ce sera votre leçon pour ce soir. » C'était une chanson de rap sur la confiance. Je ne comprenais pas quel rapport cela avait avec la situation. Je ne comprenais pas comment ce que le policier disait était censé s'accorder avec l'atmosphère de cette situation. Avant que je puisse ouvrir la bouche, j'ai entendu les portes de devant. Le policier a regardé et s'est ensuite éloigné de nous. 5 filles sont entrées, toutes portant des masques faits de serviettes et des marteaux. Mon cœur s'est enfoncé. Les filles se sont tenues ensemble, les mains gauches posées sur leurs hanches, tandis qu'elles nous fixaient toutes, Alicia et moi. Alicia a haleté. « Oh mon Dieu !» Le policier a éclaté de rire juste devant nos visages. J'ai levé mon sourcil droit vers lui. « Pourquoi riez-vous maintenant ?» Les filles ont commencé à rire, mais pas d'une manière innocente. Le policier a secoué la tête. « Vous deux pensiez vraiment que vous étiez en sécurité avec moi ?» J'étais confuse. Pourquoi un policier dirait-il cela? Que voulait-il dire? Que faisait-il? La fille à l'extrême gauche a pointé son marteau vers le policier en riant. « C'est mon petit ami. » Le policier a enlevé son chapeau et l'a laissé tomber au sol. « J'ai besoin de me changer. »« À plus tard, Sandra. » C'était comme si mon âme devenait de glace. Tous ces sentiments de sécurité et de confiance n'étaient que le résultat d'une tromperie. Comment avait-il fait? Que s'était-il passé avec la police que nous avions appelée? Notre sécurité n'était pas réelle. J'ai regardé Alicia, dont les yeux s'étaient rétrécis et semblaient moins colorés, comme si la vie lui avait été arrachée. « Pourquoi? Que faites-vous » Sandra a roulé les yeux. « Nous les avons fait venir ici pour les piéger. Vous vous êtes amusé à vous sentir en sécurité ?» Le petit ami de Sandra s'est approché des portes. Les filles se sont écartées pour le laisser sortir. J'ai froncé les sourcils. À qui était-ce l'idée? C'est cruel, et vous ne devriez pas faire ça. Sarah, changeant son poids sur sa jambe droite, a pointé son marteau vers elle-même. C'était la mienne, en fait. Les filles ont couru vers Alicia et moi, les sourcils froncés et les marteaux pointés vers nous. J'ai attrapé l'épaule d'Alicia, puis je me suis retourné et j'ai couru vers l'arrière du magasin avec elle. Il y avait une porte, mais la poignée ne bougeait pas.
Mes nerfs étaient tendus. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que des douleurs insupportables m'ont frappé dans le dos et les épaules. La force de multiples coups de marteau m'a renversé au sol. Ensuite, l'une d'elles a frappé mon genou droit. La douleur était insupportable. J'ai atteint mon genou et j'ai poussé un cri. Léa m'a attrapé les mains et les a tenues au-dessus de ma tête, puis Sarah et Sandra ont frappé mes rotules à nouveau, me faisant crier plus fort que je ne l'avais jamais fait. Elles ont ensuite commencé à racler ma taille avec le devant de leur marteau. Pendant ce temps, Alicia pleurait et criait. Jessica et Anna ne se retenaient pas, frappant chaque partie lourde de son corps une fois avant de lui gratter le front. Je pouvais à peine faire autre chose que donner des coups de pied et pleurer. Le seul pensée dans mon esprit était pourquoi. Ensuite, elles m'ont frappé à la tête et tout est devenu flou. Un certain temps plus tard, je me suis réveillé dans une pièce vide avec des murs de briques blanches et une porte en métal sans fenêtre. Mon corps me faisait mal à cause des coups reçus et j'étais confuse quant à l'endroit où je me trouvais. Des heures passèrent et il ne se passa rien. Tout ce que j'avais, c'était mes pensées. Finalement, je me suis endormi et je me suis réveillé avec une assiette contenant 3 tranches de steak à côté de moi. Il était froid, mais j'avais faim et je n'avais rien d'autre à faire. Je ne suis pas sûr du temps qui s'est écoulé, mais on m'a donné d'autres repas de steak froid et mes jambes me faisaient moins mal. Bien que les coups de marteau aient été douloureux, je dois admettre qu'ils n'étaient pas très forts. Je ne peux que supposer que c'était plus une question d'intimidation que de torture. Cependant, cela restait assez douloureux. Une autre heure a dû passer avant que la porte ne grince et ne s'ouvre. C'était Sarah, sans son masque, avec le visage et les cheveux longs et blonds entièrement visibles. Elle tenait un bocal dans ses mains tout en me regardant dans les yeux. « J'ai apporté ça, amuse-toi avec. » Elle a pointé le bocal vers moi, puis a tourné le couvercle, fermant les yeux. Elle a renversé le bocal, laissant tomber un objet flou sur le sol. Cela avait l'air étrange, comme si quelque chose pouvait recevoir un flou de capteur dans la vie réelle. En le regardant, mon cœur s'est enfoncé. Des frissons ont parcouru ma colonne vertébrale et ma tête a commencé à me faire mal. Sarah a reculé et est sortie de la pièce, fermant la porte en sortant. Ce qui a empiré les choses, c'est le clic de la porte qui se verrouillait en se fermant. Je me suis levé, regardant l'objet flou alors qu'il reposait sur le sol en béton. Je devais sortir. Je me suis levé en ignorant la douleur et me suis précipité contre la porte. J'ai tourné la poignée en espérant pouvoir l'arracher d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, cela n'a servi à rien. La peur affecte vraiment ta confiance, n'est-ce pas? Je faisais de l'hyperventilation, mais je me suis ensuite demandé pourquoi avais-je si peur de ça? C'était un objet, il ne pouvait pas bouger. Je me suis assise face à la porte. Je ne voulais pas regarder cette chose répugnante. Je la détestais tellement. C'était comme si son but était d'augmenter ma réponse de lutte ou de fuite, spécifiquement la partie fuite. J'ai mis la main dans ma poche pour chercher mon téléphone. Quand je l'ai sorti, j'ai remarqué que l'écran était terriblement rayé et fissuré. Il y avait écrit « LOL » avec du mascara. Tout ce que je pouvais faire, c'était le jeter sur l'objet, mais il me faudrait regarder l'objet pour viser correctement. J'ai enfoui ma tête dans mes bras en espérant m'endormir. Eh bien, je me suis endormi, mais je me suis réveillé avec une douleur aiguë à l'épaule gauche, comme si des centaines d'aiguilles me piquaient en même temps. J'ai regardé et j'ai vu de près l'objet flou. Il était juste assis sur mon épaule jusqu'à ce qu'il bouge. Surprise jusqu'à l'âme, je me suis levé et j'ai frappé mon épaule contre le mur. La chose est tombée et a atterri près de mon pied. Je me suis approché pour attraper mon téléphone, puis je l'ai jeté à l'aveugle vers la chose tout en tournant la tête. Le téléphone a fait un bruit sourd au lieu d'un claquement, alors j'ai dû frapper la chose. En reprenant mon souffle, la douleur aiguë est revenue près du centre de mon dos. Le ventre serré, j'ai enlevé ma chemise et l'ai jetée au sol. Heureusement, elle couvrait l'objet, mais je pouvais voir une bosse bouger. J'étais désorienté et j'ai vomi sur le sol. J'avais ressenti assez de peur pendant suffisamment de temps pour être frustré. Dans un besoin désespéré de me débarrasser de la chose, j'ai pris mon pied droit et j'ai piétiné la bosse encore et encore. J'ai entendu un bruit de clapotis. Une fois que j'ai senti que j'avais écrasé la chose, je me suis arrêté. Je me suis accroupi et j'ai doucement soulevé ma chemise jusqu'à ce que je voie une masse répugnante de noir, de rouge et de violet, ainsi qu'une substance gluante blanche. Aussi répugnant que cela fut, mon adrénaline ne montait pas. Cependant, ma chemise avait des déchirures et des taches dégoûtantes. La porte a fait un clic et s'est ouverte. Mon cœur a raté un battement.
Je me suis levé en espérant que ce ne soit pas une des amies tordues d'Alicia. C'était juste Alicia, avec le visage pâle et les yeux enfoncés. Sa chemise était déchirée, exposant son ventre et ses épaules. Elle a poussé un profond soupir. « Qu'est-ce qu'elles t'ont fait ?» Je lui ai tout expliqué. Elle a hoché la tête puis a plissé les yeux. « Elles m'ont fait en manger un. J'ai failli vomir à nouveau. »« Elles t'ont fait quoi ?» ?»« Oui, Sarah et Sandra m'ont attaché, puis Sarah m'a mis un tube dans la bouche et... je ne peux même pas. J'étais désespéré de savoir pourquoi les amis d'Alicia faisaient cela, allant jusqu'aux extrêmes les plus grands pour tourmenter Alicia et moi. Si elles avaient fait autre chose, je ne savais pas ce que cela pourrait être. Est-ce qu'elles t'ont fait autre chose ? Elles se sont assises loin de moi et ont parlé de toutes les choses amusantes qu'elles ont faites ensemble, ainsi que de toutes les choses amusantes qu'elles prévoient de faire. J'ai essayé de leur parler, mais elles répondaient à peine. Ensuite, apparemment, Sarah a volé mon DVD d'enfance et l'a apporté avec elle. Elle s'est levée et l'a rayé contre le mur pendant que les autres riaient et me regardaient. C'est cruel, ce sont des personnes horribles. Le pire, c'est qu'elles ne portaient plus leur masque de serviette. C'était comme une réunion décontractée à laquelle je n'étais pas invité. Ont-elles mentionné même passivement leurs problèmes avec toi ? Non, mais de temps en temps, elles mentionnèrent mon nom et disaient « Burke » ou faisaient une grimace de dégoût. Alicia ne méritait pas de passer par tout cela. Je voulais découvrir quel était le problème de ces fausses amies, et même si Alicia avait fait quelque chose de mal, premièrement, elle serait celle qui s'excuserait et ferait mieux. Je doute qu'elle l'ait fait exprès. Deuxièmement, ses amies avaient définitivement tort d'être violentes, de se faire passer pour des autorités et de nous séquestrer. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement communiquer, ou au moins dire qu'ils ne veulent pas communiquer ? J'ai dit à Alicia que nous devions rester à l'écart de ces excuses d'amis psychopathes. Elle a hoché la tête en signe d'accord. Définitivement, bien que je pense que l'une d'elles était neutre. Neutre signifie que tu ne te soucies pas de ce que fait la personne toxique. Tu ne veux pas les couper parce que tu ne vois pas ce qu'ils font de mal. Alicia a hoché la tête en signe d'accord lorsqu'une femme aux cheveux longs et noirs qui semblait avoir une trentaine d'années s'est penchée dans la pièce. « Oh mon Dieu, est-ce que vous allez bien toutes les deux ? Je suis employée ici. J'ai entendu dire qu'il y avait 5 filles qui causèrent des problèmes. » Alicia la regarda. « Oui, elles m'ont fait manger une bestiole étrange et m'ont humiliée socialement. » L'employé hocha la tête. « Je vois. Je vais avoir besoin que vous me suiviez. » Nous avons suivi l'employé dans le couloir. Je ne pouvais pas deviner où nous étions. Le couloir était fait de briques blanches et de portes métalliques grises le long des 2 murs. Cela n'aidait pas que je ne puisse pas me souvenir comment je suis arrivé ici. Chaque question qu'Alicia et moi posions était ignorée, ce qui signifiait que je devrais attendre plus longtemps pour obtenir des réponses. Cela ne pouvait pas être si long, n'est-ce pas ? Au bout du couloir, il y avait une paire de doubles portes. L'employé a tenu l'une d'elles ouverte pour nous et quand nous sommes passés, j'ai ressenti un creux dans mon estomac. Les 5 psychopathes se tenaient ensemble au centre d'un hall vide, pointant leur téléphone vers nous. Sarah reposait sa main gauche sur sa hanche. « Eh bien, regardez qui voilà ces imbéciles. » Sandra a rejeté ses longs cheveux noirs en arrière. « Elles sont tellement dégoûtantes. » J'ai regardé l'employée en espérant qu'elle les réprimanderait. J'espérais qu'elle les maudirait aussi. Elle hocha la tête d'un côté à l'autre. Ces 2 filles étaient en train d'envahir cette propriété et de toucher les employés masculins sans leur consentement. Quoi ? Oui, ce que tu as entendu. Si ma confiance et ma sécurité n'avaient pas déjà été détruites, j'ai regardé Alicia pour voir sa réaction. Ses sourcils étaient froncés. Je sais tout sur toi, au fait. Nous sommes amis depuis 8 ans. Jessica rit. Oh oui, nous savons tout sur toi aussi. Nous avons encore cette vidéo de toi en train d'être dupé pour rayer la voiture de quelqu'un en te disant que c'était une épave sur laquelle tu pouvais t'entraîner à libérer ta rage. Les filles éclatèrent de rire. Alicia avait un regard de détermination. Pendant ce temps, je tremblais. Qu'allait-il se passer ? Alicia devait-elle dire cela en ce moment ? Sarah me fixa dans les yeux. « Alexa, tu ne devrais pas être amie avec Alicia si tu ne veux pas te mêler de ses problèmes. » Je fronçai les sourcils. « Mais c'est vous qui causez les problèmes. Vous nous torturez et ne nous donnez aucune raison. » Les filles ont rangé leur téléphone dans leur poche, puis se sont approchées de moi. J'étais acculé, bien qu'il n'y ait pas eu 6 femmes m'acculant,
Les portes de sortie étaient barricadées au-delà de leur cadre. Il n'y avait pas de sortie immédiate. Sarah me fixait intensément. « Tu sais quoi, Alexa ?» Je m'enfonçais. « Quoi ?» Sarah et Sandra s'approchèrent rapidement de moi et m'attrapèrent les bras. Je suis resté figé, me souvenant de ce qui s'était passé dans l'épicerie de proximité. Jessica sourit. « Je pense que nous devrions laisser Alexa dire ce qu'elle veut maintenant. » Sarah éclata de rire. « Je parie qu'elle pense que les gens la croiront à propos de la bestiole. » Sandra rit. C'était la raison pour laquelle nous lui avons présenté la bestiole. L'employé me tendit son téléphone et me dit ensuite de vocaliser chaque mot que j'écrivais. Pendant que j'écrivais cela, les filles riaient et levaient les yeux au ciel à chaque moment de peur que je racontais. Elles veulent que je me sente petite, mais je suis déjà trop méfiante envers elles. Avec un peu de chance, cela se résoudra pacifiquement et de manière mature. Cela s'est produit alors que je travaillais comme livreur de pizza. Un soir, alors que je faisais une livraison dans une maison, j'ai été témoin de quelque chose de si perturbant que cela m'a dissuadé à jamais de continuer ce travail. Depuis mon jeune âge, les problèmes semblaient toujours me trouver. Je m'entourais souvent de mauvaises influences, ce qui m'a mené à prendre des décisions terribles, souvent imprudentes. Mes activités illégales frôlaient régulièrement la ligne de la légalité, et de nombreux avertissements manqués ne faisaient qu'alimenter mon faux sentiment d'invincibilité, jusqu'à cette nuit où mes prétendus amis et moi avons commis une énorme erreur. Le ciel était d'un violet contusionné, parsemé de millions de petits diamants, tandis que mes amis et moi, stimulés par la bière et le bourdonnement persistant de la marijuana, nous entassions dans le garage de mon voisin autour d'une seule ampoule vacillante. Après s'être faufilés à l'intérieur, l'air était imprégné de l'odeur métallique de l'huile et du bourdonnement lointain du réfrigérateur, ressemblant à un battement de cœur sourd. Nous nous étions glissés par une fissure dans la clôture, le bois rugueux éraflant notre peau, et nous nous étions installés en cercle dans le garage de mon voisin comme s'il s'agissait de notre propre repère. Mes parents étaient partis pour un week-end, pensant à tort que j'étais suffisamment responsable pour me tenir à l'écart des ennuis. Mes amis et moi avons allumé un énorme joint, la fumée âcre me piquant la gorge, tandis que je prenais une grande bouffée, me sentant comme un dragon de dessin animé crachant un nuage dense qui restait épais et stagnant dans l'air immobile. Que ce soit à cause de la fumée ou simplement par malchance, j'ai perdu l'équilibre et trébuché en arrière, faisant tomber une boîte à outils par terre avec un fracas assourdissant. Une flaque de solvant renversée, que je n'avais pas remarquée dans la faible lumière, brillait sinistrement. Les outils en métal ont percuté la flaque et une étincelle est apparue, un petit éclat qui s'est transformé en une flamme monstrueuse en un instant. La panique s'est propagée plus vite que le feu grandissant. Mes amis, avec des visages effrayés, se sont enfuis en me laissant seul avec les flammes croissantes. Mes poumons réclamèrent de l'air frais, un souffle désespéré coincé dans ma poitrine remplie de fumée. Avec une poussée d'adrénaline, j'ai ignoré la chaleur brûlante et j'ai ouvert la porte du garage. Là se tenait Monsieur Smith, mon voisin, son regard furieux transperçant le cadre désordonné de son peignoir. Sans dire un mot, il m'a attrapé par le cou et m'a jeté sur l'herbe humide. Puis il a couru vers un extincteur, son visage gravé de détermination, tentant désespérément de sauver ce qui restait de son garage en flammes. Monsieur Smith, le visage rougi par la colère et l'odeur de tissu brûlé collé à son peignoir, criait dans son téléphone, signalant l'incendie et notre intrusion à la police. Les sirènes hurlaient au loin, un son croissant qui reflétait le nœud de peur qui se serrait dans mon estomac. La police est arrivée rapidement et mes amis, désireux de sauver leur propre peau, n'ont pas perdu de temps à me désigner du doigt. D'un point de vue juridique, la situation semblait sombre. Les autorités, leurs visages graves sous la lumière sévère des gyrophares, ont qualifié mon incendie accidentel de crime. L'absence d'intention importait peu face aux preuves. Effraction, les restes du joint et les débris fumants du garage dressaient un tableau clair. La combinaison de nos mauvaises décisions, de l'intrusion, de la consommation de marijuana et de l'incendie qui en résultait ne laissait aucune place à l'indulgence aux yeux de la loi. La juge, une femme sévère, a prononcé mon destin, 4 mois en détention juvénile. Ces mois se sont transformés en une période forcée d'introspection, une bataille monotone contre le remords entre des murs froids et stériles, un silence oppressant,
le claquement des portes métalliques et le bruit sourd des pas résonnant dans ma descente. 1 mois avant de terminer ma peine de 4 mois, le tribunal m'a accordé une libération conditionnelle à condition que je paie les frais de réparation du garage de M. Smith. Chaque centime que j'ai gagné l'année suivante a été consacré à ce remboursement. Un rappel constant gravé en argent et en confiance. Le poids de mon passé s'accrochait à moi comme des vêtements mouillés et j'avançais péniblement, chèque de paie après chèque de paie. L'air était lourd dans la maison, dense de la déception et du poids non exprimé de mon erreur. Maman était assise à côté de moi, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle parcourait un océan d'offres d'emploi à la lumière vacillante de l'écran. Je savais qu'elle était en colère, même désespérée. Mais sous la colère, je voyais de l'amour, une supplication silencieuse pour que je comprenne la gravité de mes actions. Papa, toujours pragmatique, était assis en face de nous, les sourcils froncés sur son visage habituellement jovial. Contrairement à maman, son silence semblait accusateur, un poids lourd qui parlait en silence. La nuit a continué, marquée par le cliquetis constant du clavier. 1 heure plus tard, nous avons trouvé une offre d'emploi prometteuse. Livreur de pizza. Ce n'était pas le travail de rêve que j'avais espéré, mais c'était un début. Mes parents ont ressenti le changement. Ils se sont regardés, et le visage de maman s'est illuminé d'espoir, tandis que papa souriait presque. Maman, experte en mots, a poli mon CV, le transformant d'un fouillis désordonné en un document présentable. Papa, aguerri par ses propres entretiens d'embauche, m'a formé sur la façon de me comporter pendant une entrevue, ces questions sévères offrant une pratique difficile mais essentielle. À ce moment-là, leur soutien tacite parlait plus fort que n'importe quel mot. 1 semaine plus tard, je me retrouvais devant Luigi's Loaves, dont le nom rouge écaillé pendait au-dessus de l'entrée. L'air était imprégné du parfum classique d'une vieille pizzeria, un mélange de tomates fortes, de fromage fondant et de pepperoni grésillant. Dans un coin, des piles de cartons recouverts de farine vacillaient, et les murs, ornés d'affiches fanées, montraient des chefs de dessin animés lançant des tas d'ingrédients avec un enthousiasme exagéré. L'homme bourru qui émergeait de derrière une porte de cuisine battante n'était pas l'intervieweur poli que j'avais imaginé. Un tablier couvert de farine s'accrochait à lui comme une seconde peau, et sa voix résonnait d'une rudesse qui pouvait rivaliser avec une sirène de brume. Le désespoir étouffait toute appréhension initiale. J'avais besoin de cette opportunité. L'entretien en lui-même a été rafraîchissant par sa brièveté et sa franchise. Il n'a pas creusé dans mon passé, n'a pas mentionné l'incendie qui brûlait encore dans ma conscience. Au lieu de cela, il s'est concentré sur l'essentiel, âge, permis de conduire et la tâche apparemment impossible d'équilibrer une pizza fumante et un GPS capricieux. Ce n'était pas grand-chose, mais à ce moment-là, cela semblait être tout. Le travail en soi n'était pas une promenade de santé, mais ce n'était pas non plus un désastre. Il y avait de longues périodes d'inactivité, ponctuées de ruées soudaines de commandes qui me laissaient à bout de souffle et en sueur. Le salaire de base était une plaisanterie, à peine suffisant pour couvrir 1 semaine de nouilles ramen. Heureusement, il y avait les pourboires. Ces billets froissés glissés dans des paumes moites ou tintant au fond du sac de livraison étaient mon salut. Chaque centime était destiné à M. Smith, un rappel constant de la dette qui pesait sur ma tête. Mais le véritable défi n'était pas les exigences physiques ou le maigre salaire, c'étaient les clients. En théorie, le travail semblait simple, livrer une pizza chaude, encaisser le paiement, sourire poliment. La réalité, cependant, était une bête complètement différente. Certaines personnes étaient amicales, vraiment heureuses de voir une pizza apparaître à leur porte. Mais d'autres, disons qu'elles mettaient à l'épreuve la patience d'un saint. Un simple faux pas ou un léger retard pouvait se transformer en tempête verbale. J'avais supporté des portes claquées avec suffisamment de force pour faire trembler mes dents, des accusations de boissons volées avec l'indignation d'un roi lésé, et même affronté des gens exigeant des pizzas gratuites pour des inconvénients réels ou imaginaires. Ces moments me faisaient remettre en question l'essence même de l'humanité, me demandant si la gentillesse était une espèce en voie de disparition. Un soir au travail, l'horloge au mur se moquait de moi avec sa lueur verte brillante, semblant dire presque fini. Minuit venait de sonner, et la promesse de liberté, un lit, une douche, n'importe quoi sauf une autre livraison, était proche. Juste au moment où j'étais sur le point d'éteindre la radio pour profiter du silence d'un quart de nuit, la voix de mon patron grésilla dans l'air. « Encore une livraison », annonça-t-il. J'ai avalé un soupir qui menaçait de se transformer en gémissement total. 2 pizzas fumantes me furent jetées dans les bras,
les boîtes en carton dégageant une chaleur réconfortante qui contrariait instantanément ma patience vacillante. Une note grasse collée sur le dessus indiquait l'adresse, griffonnée de façon désordonnée, ainsi que le numéro de téléphone du client, qui semblait avoir plus de chiffres que d'habitude. Un coup d'œil au GPS confirma mes soupçons. Cette livraison était loin du périmètre habituel, au cœur de la campagne tranquille. Avec un soupir résigné, j'ai entré l'adresse dans le GPS, murmurant une prière au dieu de la technologie pour un itinéraire décent. L'écran scintillant clignota avec une suggestion et la voix joyeuse annonça un raccourci qui promettait une route plus rapide. Creek Road, ou une variation de ce nom apparut à l'écran, un nom qui évoquait des images de champs tranquilles et peut-être d'une vache amicale ou deux. De ce côté de la ville, les lampadaires cédaient la place à une couverture de noirceur, ponctuée par une étoile occasionnelle scintillante. Décider quel était le bon détour pour Creek Road devint un jeu de devinettes. Les bois denses pressaient de chaque côté, leurs feuilles murmurant une symphonie de sons doux. Chaque virage et détour de la route me faisait douter de moi-même. Est-ce que j'allais dans la bonne direction? Étais-je perdu avec une voiture pleine de pizzas refroidissant rapidement? Dans un ultime effort, j'ai arrêté la voiture sur le bas-côté de la route de gravier sombre, les phares projetant de longues ombres qui dansaient sur le sol inégal. Saisissant la note grasse, j'ai composé le numéro de téléphone inscrit dessus. Le silence s'étendit, ponctué par le crissement rythmique des grillons en arrière-plan, cachés dans l'herbe au bord de la route. Juste au moment où j'étais sur le point de raccrocher, vaincu, une voix grave grésilla à travers le récepteur. Elle était basse et profonde, mais étrangement teintée d'un accent doux. « Allô ?» Le soulagement m'enveloppa comme une vague. « Allô, je suis le livreur de pizza », lâchai-je, ma voix un peu plus haute que d'habitude. « J'ai un peu de mal à trouver votre maison. » Un autre moment de silence suivit, puis l'homme à l'autre bout se mit à rire doucement. « Ne t'inquiète pas, fiston, » dit-il d'un ton chaleureux. « Mon entrée est facile à manquer, elle ressemble plus à un chemin de terre qu'à autre chose. » Il décrivit ensuite les environs, sa voix peignant une image avec des mots. Il mentionna un grand chêne avec une balançoire en pneu pendue à une branche basse et une boîte aux lettres rouillée en forme de camionnette rouge. Avec un nouvel espoir, je raccrochai le téléphone et saisis le volant avec plus de détermination, tournant prudemment vers le sentier étroit de terre. Je naviguais lentement, les phares découpant l'obscurité comme deux projecteurs jumeaux. La poussière s'élevait derrière la voiture, créant un nuage brumeux qui obscurcissait momentanément la route devant moi. Après ce qui sembla une éternité, mais qui fut probablement plus proche de 30 secondes, une maison de plain-pied émergea de la pénombre. Elle ressemblait à une demeure de style ranch, peinte d'un jaune chaud qui semblait légèrement briller dans l'obscurité. Une seule lumière clignotait à la fenêtre, projetant un rectangle accueillant de lumière dorée sur le porche. Tenant les deux pizzas fumantes, les boîtes en carton agréablement chaudes contre mes paumes, je gravis le chemin de gravier jusqu'à la porte d'entrée. Il n'y avait pas de sonnette, alors je frappais avec mes jointures sur le bois vieilli, le son résonnant sourdement dans le calme de la nuit. Une musique assourdie, quelque chose de vieux des années 1900 d'après le son, se faufilait depuis l'intérieur de la maison. Des pas traînants se firent entendre en direction de la porte, un rythme lent et délibéré qui me fit frissonner dans le dos. Les pas s'arrêtèrent brusquement, un moment de silence s'ensuivit, puis la porte grinça en s'ouvrant, ne révélant qu'une fente d'obscurité à l'intérieur. Un homme se tenait derrière la porte, son visage caché dans l'ombre. L'homme derrière la porte semblait utiliser cette dernière comme un bouclier, son corps dissimulé à la vue. « bonsoir », balbutiai-je, le silence soudain devenu épais et chargé. « Livraison de pizza, n'est-ce pas ?»« Ouais, c'est moi », murmura la voix, immédiatement reconnaissable à notre conversation téléphonique. Un silence inconfortable s'installa à nouveau, la vieille musique rauque d'une autre époque offrant la seule distraction. Désespéré de briser la tension, je lâchai. « Avez-vous l'argent prêt ?»« Ouais, attends une seconde », murmura-t-il, sa voix chaleureuse malgré l'étrange tension dans l'air. Il s'éloigna en traînant les pieds, la musique étant momentanément remplacée par le craquement doux des planches du sol. Une brise légère poussa la porte davantage. Une fente de lumière éclaira l'intérieur, révélant un aperçu d'un salon en désordre. Cependant, la révélation visuelle fut rapidement éclipsée par une vague d'odeur putride qui me frappa avec la force d'une brique en plein visage. L'odeur était inconfondable, une douceur écœurante et nauséabonde qui fit se retourner mon estomac et couler mes larmes.
C'était l'odeur de la mort, et elle éclipsa instantanément la vieille musique jouée depuis l'intérieur de la maison et le comportement amical de l'homme. Les secondes s'étirèrent dans un silence dense et inconfortable. Je changeai de pied en pied, le son des grillons dehors devenant plus fort en l'absence de tout autre bruit. Cela devenait ridicule, toute cette livraison avait été étrange, avec une sensation de malaise croissante, je frappai de nouveau à la porte ouverte. « Seigneur !» Ma voix sonna tendue, même à mes propres oreilles. Une réponse assourdie vint de quelque part plus profond dans la maison. « Peux-tu venir à la cuisine, s'il te plaît ?» La demande me parut si étrange, si déplacée, que je clignai des yeux, momentanément convaincu d'avoir mal compris. « Pouvez-vous répéter ça ?» demandai-je, cherchant une confirmation. « Peux-tu venir à la cuisine, s'il te plaît ?» répéta-t-il, sa voix un peu plus insistante cette fois, une touche d'urgence qui me fit frissonner. Mon instinct se réveilla. Ce n'était pas dans le manuel de formation. Mon patron nous avait enseigné à ne jamais entrer dans la maison d'un client pour des raisons de sécurité et de responsabilité. Mais à ce moment-là, le bon sens prit le siège arrière face à un sentiment mal placé de « je ne savais même pas comment l'appeler, peut-être une mauvaise compréhension du besoin d'aider ». Contre la voix persistante de la prudence dans ma tête, je me retrouvais à hausser les épaules de manière nonchalante. Je pénétrai prudemment dans la maison. Les planches du plancher vieillissant gémirent sous mon poids comme les protestations d'un esprit réticent. Non seulement la maison était vieille, mais elle était une capsule temporelle, chaque détail figé dans une instantanéité d'une époque révolue. La maison était imprégnée d'une odeur de poussière et des échos du passé. Le long intérieur étroit s'étendait devant moi, comme un tunnel faiblement éclairé, des couloirs sombres avec leurs seuils enveloppés dans l'ombre se ramifiant à gauche et à droite comme des chambres oubliées dans un labyrinthe. Le papier peint décoloré, s'accrochant précautionneusement au mur, arborait un motif floral dans des teintes de rose poussiéreux et d'or terni. C'était un design directement tiré d'un rêve des années 1930, estompé par le passage du temps. Dans un coin, une grande horloge de parquet se dressait comme un sentinelle, son cadre en acajou orné brillant faiblement dans la lumière tamisée, filtrant à travers la porte entrebâillée. Sa présence solennelle était ponctuée par le tic-tac rythmique de son pendule, un battement constant dans la maison silencieuse. À côté d'elle, un vieux tourne-disque prenait vie, son aiguille chuchotant à travers la surface d'un disque vinyle poussiéreux. Une mélodie mélancolique et étrangement belle flottait des haut-parleurs, une chanson oubliée d'un temps révolu. À ma droite, une porte ouverte offrait un aperçu tentant de la cuisine. Une vieille cuisinière en fonte, son ventre noir usé jusqu'à un gris terne par d'innombrables repas, se tenait fièrement contre le mur du fond. Des éclats de lumière dansaient à la surface émaillée usée, suggérant une marmite bouillante sur son brûleur. Un évier en porcelaine, sa surface blanche désormais jaunie et gravée par le passage des années, était niché sous une petite fenêtre encadrée par des rideaux de dentelle plus jaunâtres que blancs. La voix de l'homme, chaleureuse et légèrement rauque, appela depuis quelque part dans la cuisine, mais je ne pouvais pas le voir. En tournant la tête vers la gauche, un couloir étroit s'étendait devant moi, son côté droit aligné avec des portes fermées. À l'extrémité opposée, une lumière faible et vacillante jetait une lueur inquiétante sur une vieille femme qui dansait dans le couloir. Elle était complètement nue, de dos à moi, se balançant et dansant lentement au rythme de la musique des années 1900 qui jouait dans le tourne-disque du salon. Elle se touchait elle-même. Je ne veux pas dire qu'elle semblait en sécurité ou quelque chose du genre. Je veux dire qu'elle se touchait littéralement le corps d'une manière perturbante et erratique. Ses mouvements étaient lents, presque oniriques, tandis qu'elle se balançait avec la musique qui s'infiltrait depuis le salon. Ce n'était pas une danse sensuelle, mais plutôt une exploration erratique de son propre corps. Ses bras bougeaient et ses mains papillonnaient, traçant des lignes le long de sa peau d'une manière qui me fit frémir d'inconfort. Dans mon temps en tant que livreur de pizza, j'avais vu ma part d'excentrique. Une vieille dame nue dansant sur de la musique ancienne pourrait sembler drôle à quelqu'un d'autre, mais ce que j'étais en train de voir transcendait l'humour. C'était profondément troublant la façon dont elle se déplaçait avec une telle déconnexion de la musique, perdue dans un monde à elle. La terreur s'enroula dans mes entrailles alors que je détournais les yeux de la scène perturbante dans le couloir. Nerveux, je dirigeais mon regard vers la cuisine, espérant apercevoir l'homme, ou du moins ce qu'il permettait de voir. Il se cachait derrière un coin, son visage dissimulé par le mur, son corps dissimulé. C'était lui à nouveau,
mais seule une partie de son visage était visible, un œil me fixant avec une intensité inquiétante qui me fit frissonner. Mon esprit devint blanc. Tout ce que je pus faire fut de poser une question désespérée qui sortit dans un murmure étranglé. « Avez-vous l'argent » La réponse de l'homme ne fut pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de paroles, un son émergea de la figure cachée de l'homme, un rire guttural et profond qui semblait surgir des entrailles de la terre. Ce n'était pas un rire, pas dans un sens traditionnel. C'était une vibration, profonde et effrayante, qui résonnait dans mes os et me faisait dresser les poils sur la peau. C'était le son de quelque chose de primitif, quelque chose rôdant juste sous la surface de la normalité. Puis, de manière soudaine et terrifiante, le rire horrifiant se coupa net. « Attrape-le, maman !» Les mots éclatèrent de la bouche de l'homme, brisant le silence avec une force qui me fit frissonner. Le volume et l'agression brute étaient un contraste frappant avec sa voix précédente, monotone et douce. C'était comme si un interrupteur avait été activé, révélant une fureur cachée sous l'extérieur calme. Mon sang se glaça, tandis que le poids complet de ses paroles s'enfonçait en moi. Depuis le couloir à ma gauche, un son perça l'air, le bruit de pas rapides se rapprochant. Je tournai la tête juste à temps pour voir la femme nue, celle qui dansait il y a quelques instants, courir vers moi. Sa vitesse défiait son âge, poussée par une urgence terrifiante. La pure terreur me traversa, une décharge d'adrénaline qui m'incita à agir sans réfléchir. Je fis volte-face, les boîtes de pizza oubliées tombant de mes mains avec fracas. La porte, la seule échappatoire, semblait à des kilomètres de là. Mes jambes pompaient avec un élan instinctif de fuite, annulant toute pensée de dignité. J'ouvris la porte d'un coup sec, les charnières grinçant en protestation, et je me jetai pratiquement à travers le seuil. Arrivé à la voiture, je luttai avec la clé, maudissant mes mains tremblantes. La porte s'ouvrit brutalement et je me jetai pratiquement sur le siège du conducteur, la refermant d'un autre coup qui résonna dans mes os. En un instant, le moteur rugit à la vie, le son d'une belle symphonie face au silence glaçant derrière moi. Mon pied appuya sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant, les pneus crachant du gravier tandis que je m'éloignais de l'allée. Alors que je m'éloignais, la maison reculant rapidement dans le rétroviseur, je ne pus résister à un dernier regard en arrière. Baigné dans la pâle lumière de la lune, se déversant à travers la porte ouverte, je les vis. L'homme et, apparemment, sa mère, tous deux complètement nus, leurs silhouettes se détachant et perturbant contre l'intérieur sombre. Leurs visages étaient cachés dans l'ombre, mais l'intensité de leurs regards semblait traverser la distance, me suivant même alors que je mettais de plus en plus d'espace entre nous. Quoi qu'il se soit passé dans cette maison, c'était loin d'être normal. Je ne pouvais pas me défaire de l'impression accablante que leurs intentions étaient tout sauf innocentes. Ce n'était certainement pas à propos de la pizza. Quels que soient les secrets que cette maison abritait, quelle que soit la dynamique anormale qui existait entre l'homme et sa mère, je savais que c'était quelque chose dont je ne voulais pas faire partie. Je suis retourné au travail quelques jours plus tard, la rencontre dans la maison se reproduisant en boucle dans mon esprit. Partager mon histoire avec mes collègues fut une erreur. La plupart d'entre eux se moquaient de moi, exactement comme je m'y attendais. Une vieille dame nue t'a poursuivi, plaisantait-il, leur rire semblait creux et insensible, comme un essaim d'abeilles furieuses bourdonnant dans mes oreilles. Frustré et secoué, j'ai fait irruption dans le bureau de mon patron, exprimant mon désir de ne plus revenir travailler. Il était au courant de l'accord ordonné par le tribunal et a tenté de me convaincre de rester, disant « Si tu ne travailles pas pour rembourser le garage de ton voisin, tu retourneras en centre de détention », avertit-il. L'idée de la détention juvénile n'avait plus le même poids qu'avant, surtout après ce que j'avais vu dans cette maison. « Je m'en fiche », lâchai-je. « Je préfère y retourner plutôt que de continuer à travailler ici. » 4 semaines plus tard, j'ai finalement trouvé un emploi dans un café local. Le salaire était décent, mais après les frais de justice et l'accord de remboursement du garage de mon voisin, chaque centime comptait. Une nuit, pendant un service tardif, le café m'enveloppait dans sa tapisserie sensorielle habituelle, le grésillement des hamburgers sur le grill, la danse du personnel se faufilant entre les clients, la symphonie des couverts et de la vaisselle depuis la cuisine. Alors que je nettoyais une table marquée de taches de ketchup et de frites abandonnées, mon téléphone vibra contre ma jambe. Je le sortis et répondis à l'appel avec un curieux « Allô ?» Silence. Puis, des respirations saccadées remplissèrent le récepteur, superficielles et tendues. Normalement, j'aurais déjà raccroché, mais je reconnus vaguement quelque chose. Le son de la musique résonnant dans le fond statique de l'appel me semblait étrangement familier. Je savais que j'avais déjà entendu cette musique quelque part,
mais je n'arrivais pas à me rappeler où. En écoutant attentivement, la réalisation me frappa comme une tonne de briques. C'était la même chanson, cette mélodie ancienne et grésillante des années 1900, celle qui jouait dans cette maison sinistre. Un frisson glacé parcourut mon échine, mes doigts se resserrant autour du téléphone. La musique était étouffée, mais je pouvais clairement reconnaître la même mélodie que celle diffusée par le vieux tourne-disque dans la maison où j'avais fait cette livraison. Mon esprit s'emballait. Qui était à l'autre bout du fil? Pourquoi cette musique jouait-elle encore, comme un écho d'un cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper? « Allô » répétai-je, ma voix tremblant malgré moi. Je tentais de rester calme, mais mon cœur battait la chamade. Cette fois, une voix rauque, presque un murmure, répondit. « On t'a dit de ne pas revenir. » Mon sang se glaça et je restai figé, la panique s'infiltrant dans chaque recoin de mon esprit. C'était lui, l'homme de la maison. La même voix grave que j'avais entendue lorsque je lui avais livré la pizza. Cette fois, elle n'était plus teintée de chaleur, mais chargée d'une menace palpable. Je ne pouvais pas répondre. Mes lèvres étaient sèches, mes pensées embrouillées. Je n'avais aucune intention de retourner là-bas, jamais. Pourtant, il savait où j'étais. Cette pensée me terrorisa plus que tout. « On t'a dit de ne pas revenir, mais tu ne nous as jamais quittés », reprit la voix, cette fois avec une inflexion plus sournoise, presque satisfaite. La ligne grésilla, la musique se renforçant un instant avant que la connexion ne se coupe abruptement. Le silence soudain dans mon oreille était presque aussi assourdissant que la musique elle-même. Je restais là, mon téléphone toujours pressé contre mon oreille, tremblant légèrement alors que la terreur m'envahissait. Que voulait-il dire par « tu ne nous as jamais quittés » ? Mon esprit chercha des réponses, mais aucune ne faisait sens. Tout ce que je savais, c'était que cet homme, cet être étrange et effrayant, m'avait retrouvé et qu'il semblait déterminé à me rappeler cette nuit terrible. En prenant une grande respiration, je rangeai mon téléphone dans ma poche, mes mains toujours tremblantes. Je savais que je devais faire quelque chose, mais quoi? La police? Mais que pouvais-je leur dire? Que j'avais reçu un appel étrange d'un homme dans une maison où il m'avait fait peur? Que cette maison dégageait une odeur de mort? Il rirait probablement, ou, au mieux, prendrait une simple déposition sans suivre l'affaire. Les heures qui suivirent furent floues. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais l'image de cette maison, de cet homme, et surtout de la vieille femme nue continuait de me hanter. Chaque fois que la porte du café s'ouvrait, mon cœur se serrait, s'attendant à voir leur silhouette grotesque passer le seuil. Je terminais mon service aussi vite que possible, mes mains tremblant légèrement alors que je rangeais mes affaires. Je n'avais jamais été aussi pressé de rentrer chez moi, de m'enfermer dans ma chambre et d'essayer d'oublier cette nuit infernale. Mais, au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas échapper à cela aussi facilement. Ce souvenir, cette menace, était désormais gravé dans ma mémoire, et l'idée de savoir que cet homme connaissait mon numéro, qu'il pourrait me retrouver, me glaçait jusqu'aux os. Je n'avais plus d'autre choix que d'être constamment sur mes gardes, de regarder par-dessus mon épaule à chaque instant, en espérant que cette ombre de mon passé ne revienne pas me hanter. Mais la réalité était bien plus terrifiante que cela. Elle n'avait jamais cessé de me hanter. Établi en 1908 par Theodore Roosevelt, le Big South Trail est un sentier de randonnée de 18 km qui traverse la région sauvage de Comanche Peak jusqu'au Parc national des Montagnes Rocheuses, dans le Colorado. Les randonneurs expérimentés ont décrit le Big South Trail comme de difficulté moyenne. Mais comme l'a souligné l'un d'eux, il y a des endroits où les corniches ne font que 62 cm de large, ce qui peut être vraiment difficile, et si vous n'êtes pas en forme, cela peut être très épuisant. Connu pour sa beauté pittoresque, le sentier est également un refuge pour la faune et abrite des orignaux, des lynx roux, des ours noirs et des pumas, pour ne citer que quelques exemples. Les températures moyennes sur le sentier varient de 60 degrés en été à des minima glaciales de 10 à 15 degrés en hiver, ce qui le rend parfait pour les activités de plein air ensoleillées ou enneigées. La beauté naturelle et sauvage de la région a en partie motivé les frères Allen et Arlen Atadero à fonder le Poudra River Resort, un lieu où les randonneurs et les amateurs de plein air de tous horizons peuvent profiter de leur passe-temps favori.
Allen a mentionné que lui et ses frères passaient tellement de temps là-bas qu'ils avaient l'impression de devenir une partie du paysage. C'est pourquoi, finalement, il a semblé logique de déménager leur famille sur place. La vie dans le complexe a été relativement calme jusqu'à l'automne 1999, lorsqu'un groupe de célibataires chrétiens aidait Allen à se préparer pour l'hiver en échange d'un hébergement gratuit. Le 2 octobre, le groupe de célibataires a décidé de visiter une ferme piscicole, située à un peu moins de 3 km du complexe. Allen connaissait bien plusieurs membres du groupe de célibataires et, étant donné que sa fille de 6 ans, Jocelyn, voulait les accompagner, il savait qu'il ne pouvait pas lui donner la permission sans que son frère de 3 ans, Jared, ne veuille également les rejoindre. Alors, faisant confiance au groupe de célibataires, Allen leur a donné la permission d'emmener ses enfants avec eux lors de leur promenade. Vers 10 heures ce matin-là, enthousiasmé par l'une de ses premières véritables aventures en plein air, Jared courait devant le groupe, mais pas plus de 32 mètres avant que ses gardiens dans le groupe de célibataires ne l'appellent à revenir. Vers 11h30, le groupe s'est arrêté pour discuter avec quelques pêcheurs que le petit explorateur avait rencontrés en avançant, et après une brève conversation, ils ont continué sur le sentier. À ce moment-là, le groupe avait commencé à se disperser à mesure qu'ils marchaient, certains plus vite et d'autres plus lentement, avec au moins un adulte accompagnant la sœur de Jared et Jared lui-même, qui continuait à courir devant les autres. Peu de temps après, le petit Jared a tourné à un virage du sentier et a disparu de la vue. Techniquement, il n'était pas plus en avance que d'habitude, donc ses gardiens ne s'en sont pas trop inquiétés, mais quand ils ont également tourné le virage, il n'y avait aucune trace de lui avec son petit manteau beige. L'un des membres du groupe de célibataires a avancé pour essayer de retrouver l'enfant. Mais il n'y avait aucune trace de lui, et il s'est avéré que la dernière image de Jared jeune tournant le virage à l'aveugle sur le sentier était la dernière fois que quelqu'un le verrait vivant. Dans les jours suivants, une énorme opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Mais aucune trace de Jared Atadero n'a été trouvée. En fait, il faudrait près de 4 ans pour trouver des indices sur son décès, mais ces indices semblaient poser plus de questions qu'ils n'en résolvaient. Après avoir cherché pendant environ 1 heure, certains membres du groupe de randonnée sont retournés au Pudra River Resort pour annoncer à Alan la mauvaise nouvelle. Son fils de 3 ans s'était perdu dans la forêt. En panique, Alan a immédiatement conduit jusqu'à rejoindre le reste du groupe et les aider à poursuivre les recherches pendant encore 1 heure environ. Pendant ce temps, certains des 11 membres du groupe de randonnée ont déclaré avoir entendu un cri aigu, y compris la fille de 6 ans d'Allen, Jocelyn. Quand je lui ai demandé quel genre de cri c'était, si quelqu'un se faisait attaquer ou jouait avec quelqu'un, a déclaré Allen plus tard, elle a dit que cela ressemblait à un cri de jeu, comme si quelqu'un allait l'attraper. Comme il semblait que Jared était à portée de voix, le groupe a continué à chercher intensivement, mais peu importe leurs efforts, ils n'ont tout simplement pas pu localiser le petit disparu. Ainsi, juste avant 4 heures cet après-midi-là, Allen est retourné en courant au complexe pour appeler les urgences. Moins de 30 minutes plus tard, le spécialiste des services d'urgence du comté de Larimer, Bill Nelson, a reçu une alerte l'informant qu'un enfant avait disparu sur le Big South Trail. À son tour, Bill a contacté son responsable de la recherche et du sauvetage, qui a immédiatement mobilisé plusieurs équipes de SAR pour se préparer à une opération importante mais délicate. Dans les 2 heures suivant la recherche initiale et le personnel des urgences, il y avait des bots sur le terrain à l'accès inférieur du Big South Trail, avec un total de 65 personnes impliquées dans la recherche de Jared. 1h30 après le début de la recherche, le personnel de sauvetage avait parcouru la majorité du sentier sans localiser Jared. En conséquence, la zone d'opération s'est considérablement étendue avec des renforts, y compris des hélicoptères de l'armée de l'air qui arriveraient le lendemain matin à 7 heures. Le 2 octobre 1999, un hélicoptère UH-1NUA, basé à Cheyenne, a effectué son premier passage au-dessus du Big South Trail et est resté l'œil dans le ciel de l'équipe de recherche et de sauvetage jusqu'à tard dans la matinée. Après être retourné à l'aéroport municipal de Fort Collins-Loveland pour faire le plein, l'hélicoptère est revenu sur la zone de recherche vers 3h30 cet après-midi-là. Cependant, lors de son deuxième passage au-dessus du sentier, l'hélicoptère a eu du mal avec les conditions de la montagne et a décroché, tombant de plus de 30 mètres avant de s'écraser à travers le couvert des pins près de l'accès au sentier. À bord du Huey, il y avait 4 membres du service de l'USAF, mais aussi un représentant de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Larimer, nommé Mark Sheets. Lors de l'accident,
Mark était le seul passager qui n'était pas attaché à un siège, car il était au sol avec la porte ouverte. Il a dit que lorsqu'il a vu les hélices frapper les sommets des arbres et des morceaux de l'hélicoptère se disperser dans la forêt, il s'est précipité pour fermer la porte, mais une branche séparée a trouvé son chemin dans la cale et a frappé le médecin de l'armée de l'air à bord directement au visage, fracturant l'orbite de l'œil du médecin et provoquant une hémorragie. Par un coup de chance, l'équipage de l'armée de l'air a pu s'échapper des débris de l'hélicoptère, mais Mark Sheets avait été complètement assommé et était encore piégé dans la masse de métal effondré qui courait toujours le risque d'exploser. Les membres de la recherche et du sauvetage ont couru vers l'hélicoptère abattu, ont brisé une fenêtre et ont réussi à sortir l'inconscient Sheets avant qu'il ne subisse d'autres dommages. Mais il avait quand même subi une grave commotion cérébrale avec une blessure en forme de L de 33 cm qui a exposé son fémur. Mark a également souffert de 3 vertèbres brisées dans le bas du dos et d'une épaule cassée, peut-être à cause du fait qu'il a été sorti des débris si violemment. L'accident d'hélicoptère a certainement beaucoup retardé la recherche, mais heureusement, tout le monde a survécu et les efforts de recherche ont continué jusqu'au 3e jour. Le 3e jour, des équipes de plongeurs spécialement formées de la police ont exploré les fosses profondes de la rivière Poudre à proximité. Un autre hélicoptère a été envoyé pour aider à la recherche, mais a rencontré des vents tourbillonnants qui nécessitaient une puissance totale pour éviter de s'écraser. Cela a rapidement consommé les réserves de carburant de l'hélicoptère, qui a dû retourner à la base aérienne de Fort Collins. Au cours des 3 jours suivants, des volontaires bien intentionnés mais mal équipés ont commencé à harceler le bureau du shérif du comté de Larimer et l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Larimer pour qu'on leur permette d'aider. Le petit Jared avait disparu depuis près d'1 semaine à ce moment-là, et le temps pressait pour le retrouver en vie. Les autorités ont finalement donné leur accord, et bientôt le nombre de personnels de recherche et de sauvetage a gonflé à plus de 200, incluant une douzaine d'équipes cynophiles, des pisteurs professionnels, une équipe de plongeurs et un avion de recherche. Cependant, malgré tous ces efforts et ressources, l'opération de recherche et de sauvetage s'est avérée être un échec total et absolu. Aucune piste utilisable sur la localisation de Jared n'a été trouvée. En conséquence, les autorités ont été contraintes d'informer la famille Atadero que la recherche de Jared était suspendue. Le sous-chef du comté de Larimer, Bill Nelson, a rapidement convoqué une conférence de presse où il a déclaré aux journalistes rassemblés « Nous avons travaillé 8 jours complets pour commencer, et cela 24 heures sur 24 pendant ces 8 jours. Nous avons fait quelques recherches nocturnes, bien que limitées dans une certaine mesure, mais nous avons toujours eu du monde sur le terrain en train de faire du bruit, donc si quelqu'un était là-bas, Jared aurait dû l'entendre. Peut-être aurait-il répondu. » Jane Chmiewski, membre de l'unité cynophile de recherche et de sauvetage du comté de Larimer, a déclaré que cette recherche était l'une des plus intenses à laquelle elle avait participé. N'ayant jamais été impliquée dans la recherche d'un enfant auparavant, elle était étonnée par le niveau de couverture médiatique. « C'est devenu un véritable épisode national », a-t-elle dit. Cela a mis beaucoup de pression sur nous et beaucoup de pression sur les chiens. Le shérif du comté, Justin Smith, qui n'était qu'un simple sergent en 1999 au moment de la disparition de Jared, a déclaré que l'accident d'hélicoptère a été un événement extrêmement stressant, qui a eu un effet négatif certain sur une période cruciale de la recherche, et que l'intense intérêt des médias n'a fait qu'exacerber la situation. Il est important de noter que tout cela s'est produit alors que le grand jury dans l'affaire John Bennett Ramsey était sur le point de rendre des inculpations, ce qui faisait que le concept d'enfant en danger était très présent dans l'imaginaire national. Naturellement, les médias ont afflué pour satisfaire l'appétit du public pour des réponses, et à un moment donné, 17 camions satellites de télévision étaient alignés le long de la route 14 du Colorado, tandis que la zone était remplie de reporters et d'équipes de tournage enveloppés dans des manteaux en fourrure pour se protéger du froid mordant du Colorado. Pendant ce temps, les lignes d'information de la police étaient inondées d'appels, y compris de nombreux soi-disant médiums, prétendant savoir où les équipes de SAR pourraient trouver Jared, terrifiés mais toujours en vie. Les équipes de télévision ont observé un homme médecine amérindien visiter la zone et les informer qu'il était venu pour accomplir une sorte de rituel, demandant à la montagne de rendre l'enfant à ses parents. Et dans un incident particulièrement inhabituel, mais plein de bonne volonté, un homme pieds nus accompagné d'une mule est apparu sur le sentier et s'est porté volontaire pour participer aux recherches. Mais aussi sincère que fut le geste, les équipes cynophiles et les aéronefs n'avaient trouvé aucun signe de Jared, donc quelques paires d'yeux supplémentaires sur le terrain n'ont pas été d'une grande aide.
Bien que cela leur ait coûté, les volontaires de la recherche ont été contraints de suspendre complètement leurs efforts. Pendant des années, la disparition de Jared est restée un mystère complet et absolu. Cela a duré jusqu'en juin 2003, lorsque les randonneurs Rob Osborne et Garrett Watts ont visité le Big South Trail. Rob a mentionné qu'ils avaient choisi le canyon de la Poudre comme une zone qu'ils souhaitaient explorer et ont décidé d'y accéder via le Big South Trail. Ils avaient entendu dire à quel point la région autour de la rivière était belle et sauvage, et comme c'était la principale raison pour laquelle Gary et lui s'étaient intéressés à la randonnée, ils pensaient que cela valait la peine d'être visité. Lors de leur excursion, Rob et Garrett se sont retrouvés dans un champ de rochers et ont décidé de grimper environ 610 mètres jusqu'au sommet. « C'est un endroit remarquable là-haut, mais c'était vraiment une lutte », a déclaré Garrett plus tard. « Vous devez constamment faire attention à vos pieds, vous concentrer sur la zone devant vous pour ne pas vous tordre la cheville ou autre. » Les deux avaient déjà marché dans des zones proches et étaient conscients du mystère entourant Jared Atadero en raison de l'attention médiatique qu'il avait reçue. En tant que randonneurs expérimentés, ils avaient théorisé 1 ou 2 fois sur la cause de la disparition de l'enfant. « Nous supposions qu'il avait été emporté par la rivière et peut-être pris par un puma », a déclaré Rob. Évidemment, il y avait la possibilité que quelque chose de plus sinistre soit arrivé, mais ce n'était pas quelque chose dont nous voulions vraiment parler. Ayant des enfants nous-mêmes, ce n'était tout simplement pas quelque chose sur lequel nous voulions nous attarder. Cependant, aucun des deux ne s'attendait à la découverte qu'ils allèrent faire ce jour-là. Rob et Garrett avaient généralement pour habitude de rester sur les sentiers populaires principalement pour des raisons de sécurité, mais lors de cette première visite au Big South Trail, avec la disparition de Jared en tête, ils ont décidé de s'aventurer hors des sentiers battus. « Nous n'avons pas commencé avec l'intention de trouver quoi que ce soit », a ajouté Garrett. « Nous supposions que si toute une équipe de personnes n'avait rien trouvé, il n'y avait aucune chance que nous le fassions. Mais je suppose qu'il y avait un élément de « et si ». Vous savez, et puis, environ 1 heure après le début de la randonnée, nous sommes simplement tombés dessus. Au début, je n'arrivais pas à croire ce que voyaient mes yeux. D'une manière ou d'une autre, Rob et Garrett étaient tombés sur un ensemble de vêtements d'enfants à plus de 152 mètres du sentier où Jared avait été vu pour la dernière fois. « C'est alors que j'ai vu la chaussure », a déclaré Garrett. C'était définitivement une chaussure d'enfant, et elle était en parfait état, comme si quelqu'un venait de l'enlever, vous savez. Fraîche, comme si vous pouviez lever les yeux et voir un enfant sauter en cherchant sa chaussure. Mais ensuite, les 2 compagnons de randonnée ont trouvé une autre chaussure assortie, une veste en laine marron et un pantalon de survêtement bleu qui avait été retourné à l'envers. À leurs yeux, il n'y avait aucune chance que ces vêtements appartiennent à Jared Atadero. L'enfant avait disparu près de 4 ans auparavant, et il n'était pas concevable qu'ils aient été exposés aux éléments pendant tout ce temps et qu'ils aient encore l'air neufs. Cependant, par précaution, les 2 hommes ont pris des photos des vêtements et ont appelé les urgences dès que possible. Ils ont suivi la demande du détective de lui envoyer les photos qu'ils avaient prises par email, qui ont ensuite été transmises à Alan Atadero, qui vivait alors à Littleton. Le détective a été stupéfait de recevoir une réponse affirmant que les vêtements appartenaient bel et bien à Jared. En l'espace de 24 heures, les autorités de l'État avaient rassemblé une équipe composée de membres du bureau du shérif du comté de Larimer, de responsables de la recherche et du sauvetage du comté de Larimer, de gardes forestiers de la division de la faune du Colorado et de bénévoles d'une organisation connue sous le nom de NecroSearch. Tous ont été dirigés pour se retrouver à l'accès au Big South Trail pour commencer la recherche des restes de Jared. Plus tard, avec Alan Atadero et le personnel du réseau local de protection de l'enfance rejoignant l'effort de recherche, ils ont réussi à récupérer les restes de toute la tenue que Jared portait le jour de sa disparition, dispersée sur une zone de 8 mètres. La veste en tissu semblait avoir des marques de perforation et les pantalons étaient déchirés, tandis que les chaussures en nylon montraient peu d'usure, amenant les enquêteurs à conclure que certains des articles avaient été à l'abri des éléments et d'autres exposés. C'était l'explication la plus simple, mais pas nécessairement la bonne. Puis, à environ 55 mètres au nord et 6 mètres plus haut en altitude que l'endroit où les vêtements avaient été trouvés, la police a fait une découverte terrifiante. Un petit fragment de crâne humain était incrusté dans une fissure et à peine visible à l'œil nu. À proximité, sur un tronc qui traversait la fissure où le fragment de crâne avait été trouvé, la police a également trouvé une dent humaine. À 5 heures cet après-midi-là,
Allen Atadero et d'autres membres des équipes de recherche ont convoqué les fous, tous les reporters de télévision présents à l'accès au sentier, et ont annoncé ce qu'ils avaient découvert. C'était définitivement une avancée dans l'affaire, mais encore une fois, cette découverte n'a fait qu'engendrer plus de questions qu'elle n'en a résolu, et il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à élaborer leurs propres explications. L'aventurier canadien Lestrade, connu sous le nom de Survivorman, a déclaré que ce qui se passait sur le Big South Trail était tout simplement au-delà de la compréhension humaine. Dans de nombreux cas comme celui-ci, les équipes de recherche et de sauvetage ou les bénévoles ont déjà fouillé certaines zones, non pas une, ni deux, mais même des dizaines de fois, a-t-il dit. Et puis, l'enfant est retrouvé là, peut-être 1 an ou même plusieurs années après. Cela n'a aucun sens. Je suis dans la nature depuis des années et j'ai vu toutes sortes de choses, mais je n'arrive toujours pas à comprendre cela. Rob Osborne suggère qu'il est possible que la zone où les vêtements de Jared ont été trouvés n'ait pas été inspectée pendant la recherche initiale et que cela s'explique par une raison simple. Il n'y avait aucune chance qu'un enfant puisse grimper jusqu'à cet endroit par lui-même. C'était impossible. Pour Gary et moi, ce fut une véritable épreuve de parvenir jusqu'à là-haut. Le terrain était extrêmement accidenté. Donc peut-être que la police aurait dû chercher dans cette zone dès le début, mais en même temps, je ne peux pas les blâmer de l'avoir écarté. Jane Schmiefski, la responsable cynophile, a dès le début conclu que la disparition de Jared était probablement due à une rencontre avec un animal. Je ne suis pas sûr de ce qui a été officiellement publié comme conclusion finale, mais tout pointe vers une rencontre avec un animal. Rien d'autre n'explique comment il aurait pu être traîné si haut, à moins, bien sûr, qu'une personne l'ait enlevé ce matin-là. C'est ici que le témoignage du spécialiste de la recherche et du sauvetage, Bill Nelson, devient un peu effrayant. Si un grand félin l'avait vraiment attrapé, ce que je crois qu'il s'est passé, il l'aurait emmené quelque part et l'aurait enterré, a-t-il dit. Avec toute l'activité qui se déroulait, nous avons probablement effrayé l'animal. Il serait ensuite revenu plus tard pour déterrer sa proie. C'est pourquoi personne n'a rien trouvé. L'enfant était enterré tout ce temps. Mais alors, les volontaires ou la police auraient sûrement remarqué un sol fraîchement remué quelque part, et les vêtements de Jared auraient dû montrer des signes d'une attaque animale. Ce sont des incohérences comme celle-ci qui amènent Allen Atadero à penser que quelque chose d'autre est responsable de la disparition de son fils. « J'entends constamment parler d'un puma », a-t-il dit. Mais lorsque les vêtements de Jared ont été analysés, il n'y avait ni poils de puma, ni ADN, ni sang, rien sur ces vêtements. Si un puma l'avait attaqué, il aurait visé la zone de l'estomac. Sa veste aurait été déchirée en morceaux, mais elle était intacte. J'ai parlé à des experts en faune à ce sujet, a ajouté Allen, soucieux de rassurer ceux qui l'écoutent. La veste de Jared n'aurait pas survécu à une attaque de puma. Ses chaussures, qui ont été trouvées sur la montagne selon les enquêteurs, ne semblent pas avoir été exposées aux éléments pendant des années. Je n'y crois pas, je n'y crois tout simplement pas. Allen souligne également un autre aspect intéressant de la découverte des chaussures presque immaculées de Jared. Elles auraient été usées si l'enfant avait été traîné le long d'une pente montagneuse, comme lors d'une attaque de puma. Ses pantalons ont été retrouvés en bon état, avec seulement quelques dommages mineurs causés par des rongeurs et des oiseaux utilisant les fils pour leur nidification. Un grand prédateur aurait dû déchirer les vêtements de l'enfant pour se nourrir, mais il n'y a aucun signe que cela ait eu lieu. L'un des rapports qu'Allen Atadero a lu disait que la raison pour laquelle les examinateurs médico-légaux n'ont trouvé ni ADN ni sang sur les vêtements de Jared était que lui, ou quelque chose, avait enlevé ses vêtements avant d'être attaqué. On peut seulement imaginer l'horreur qu'a dû ressentir son père en lisant cela. C'était la dernière chose qu'il voulait entendre. Le rapport poursuivait en affirmant que, compte tenu du nombre de randonneurs qui montaient, le puma qui aurait attrapé le fils d'Allen se serait ensuite enfui avec son corps à 152 mètres en contrebas du flanc de la montagne. Cependant, une question subsiste. Si quelque chose avait enlevé les vêtements de Jared avant qu'il ne soit attaqué, pourquoi ont-ils ensuite été retrouvés à environ 152 mètres en contrebas de la montagne? Ces pantalons ont été retrouvés à l'envers, une indication claire qu'ils avaient été retirés à la hâte, et non par quelque chose doté de griffes ou de dents. Et, comme nous l'avons mentionné, ce sont de petits détails comme celui-ci qui poussent Allen et sa famille à croire que quelqu'un quelque part en sait un peu plus sur cette affaire qu'il ne le laisse entendre.
La disparition de Jared n'a jamais été complètement élucidée par les forces de l'ordre américaines ni par leurs homologues amateurs, mais il est important pour les partisans de la théorie du puma de noter que depuis 1915, un total de 14 attaques de pumas ayant entraîné des décès ont été signalées aux États-Unis et au Canada. Les chances d'être attaqué par l'un d'eux sont extrêmement faibles, et encore plus réduites lorsque l'on considère que Jared faisait partie d'un grand groupe de randonneurs. Ces randonneurs ont été intensément interrogés par la police car il semblait naturel de supposer qu'au moins l'un d'entre eux était responsable de la disparition de l'enfant, mais plusieurs détectives spécialisés dans les homicides ont déclaré que les entretiens avec les membres du groupe de randonnée n'avaient révélé aucun signe évident de culpabilité et qu'aucune preuve ne pointait vers eux. À la lumière de telles spéculations, les théories cherchant à expliquer de tels événements mystérieux ont évolué de possibilités purement rationnelles à des explications de type théorie du complot, allant d'attaques de créatures cryptides à des enlèvements extraterrestres. Mais peu importe combien de fois les gens émettent des hypothèses, rien ne semble tenir la route, et à mesure que le temps passe, il devient de plus en plus probable que la disparition du jeune Jared Atadero restera à jamais un mystère déchirant mais terrifiant.